L'armée iranienne affirme avoir mis 500 soldats dans un état où ils ne pourront plus jamais nuire à personne. En langage civilisé, ils auraient été envoyés au repos éternel. Mesdames et messieurs, les États-Unis ont poussé le chiffre de 500 militaires américains qui auraient été blessés au Moyen-Orient suite aux salves de frappe iraniennes dans toute la région. Mais l'Iran dit qu'il n'en est pas ainsi. Qu'en fait, les 500 blessés dont on parle, c'est 500 soldats qui auraient été envoyés au repos éternel. La question qui se pose, qui des deux dit la vérité? On se souvient que depuis le début des hostilités, mesdames et messieurs, à chaque fois que l'Iran a mené des frappes, on a toujours évoqué le mot de blessés légers. Cette fois-ci, on n'a même pas dit que c'était des blessés légers. Quand on sait que les frappes iraniennes ont endommagé des dortoirs sur des bases américaines situées dans ces pays, la version iranienne deviendrait de plus en plus crédible. Et d'autant plus qu'après ces frappes dévastatrices sur des bases américaines, les autorités militaires américaines auraient promis des vengeances pitoyables à l'Iran. Vengeance de quoi? Pour des simples matériels? Ou alors pour venger les vies américaines qui auraient été ôtées et dont on nous parlait des blessés? Le quartier général de la 5e flotte américaine au Bahreïn serait conjugué au passé. Mesdames et messieurs, ça, ce sont les images du quartier général de la 5e flotte américaine. À l'heure actuelle, des frappes iraniennes auraient réduit en cendres le quartier général de cette 5e flotte américaine, qui serait désormais conjugué au passé. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé l'évacuation rapide des matériaux lourds dans cette base. Véritablement, l'Iran est en train de démanteler les bases américaines dans la région à sa manière à lui. Par ailleurs, en prélude à une intervention musclée des forces militaires américaines sur le sol iranien, le chef des gardiens de la révolution a prévenu que si jamais les forces américaines mettaient leurs pieds sales sur le sol iranien, et voici ce qu'il a déclaré: nous nous battrons avec tout ce que nous avons, et la volonté de Dieu, c'est la victoire du peuple iranien. Fin de citation. Mesdames et messieurs, entre l'Iran et les États-Unis, c'est carrément du coup pour coup. Et les coups iraniens semblent faire de plus en plus mal à Washington, qui acterait désormais pour une vengeance sans pitié à l'endroit de l'Iran, qui est en train de causer des pertes, non seulement matérielles, mais aussi humaines, à l'armée américaine dans toute la région. Maintenant, alors que la tension atteint des seuils critiques, est-ce que l'armée américaine va oser une intervention militaire au sol? La victoire de l'Iran, c'est la victoire de l'axe de la résistance contre l'Occident. C'est la victoire du monde multipolaire. Cautionner l'agression américano-entité. S'accepter que demain, sous de faux prétextes, ils puissent bombarder des pays africains sans que personne ne bouge le petit doigt. Mais aucune domination n'est éternelle. Les empires naissent, s'étendent, atteignent leur apogée, puis finissent par décliner. C'est la vie, c'est comme ça. L'Occident a dominé le monde pendant des siècles. Il a imposé ses règles, ses institutions et ses intérêts. Mais aujourd'hui, le monde change. De nouvelles puissances émergent et de nombreux peuples refusent de continuer à vivre dans un système international qu'ils considèrent comme injuste et déséquilibré. Mesdames et messieurs, le monde unipolaire est terminé. En Afrique, cette transformation est déjà visible. Plusieurs pays africains cherchent à reprendre le contrôle de leur souveraineté, à diversifier leurs partenariats et à s'éloigner des anciennes tutelles. D'autres, en revanche, restent profondément soumis. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais pour l'Afrique, une nouvelle bataille se prépare, celle de la souveraineté réelle. L'Afrique devra choisir entre continuer à subir les décisions prises ailleurs ou construire sa propre voie, car les guerres de demain ne seront pas uniquement militaires, elles seront terreau-terreau, économiques, diplomatiques, informationnelles, technologiques, idéologiques, bref, hybrides. Les guerres à venir, les guerres de demain, seront atroces ou féroces. L'Afrique doit se préparer à toutes les éventualités. On déclare qu'à partir de maintenant, soit ils vendent son pétrole, soit personne ne vendra de pétrole dans la région. Fin du débat. Ils ajoutent que si les menaces américaines sur leurs infrastructures énergétiques se concrétisent, ils viseront le même jour les infrastructures pétrolières, gazières, électriques et économiques de la région.
Comme ça ne suffit pas. Les États-Unis menacent les Houthis s'ils venaient à fermer la mer Rouge, comme si les Américains avaient oublié qu'entre mars et mai 2025, Trump avait lancé une vaste campagne de frappe contre eux. Mais les Houthis ont tenu bon. Ils ont continué à tirer sur Israël, abattu du matériel américain et infligé un coup important à Washington. Finalement, le 6 mai 2025, Trump a annoncé un cessez-le-feu et le deal était simple. Les Houthis cessaient d'attaquer les navires américains et commerciaux en mer Rouge et les États-Unis arrêtaient leur bombardement. Trump a finalement reculé. Et aujourd'hui, Trump menace encore les Houthis. Pendant ce temps, les Houthis ont utilisé une radio pour ordonner à un navire saoudien dans la mer Rouge de faire demi-tour. Faute de quoi, il risquait d'être pulvérisé. Et le demi-tour est exécuté. Trump finira par se réveiller de ce cauchemar, tôt ou tard. Il bombardera l'Iran encore et encore, mais il finira par reculer, car cette guerre l'a largement dépassé. Il a cru qu'en éliminant le guide suprême, la guerre serait gagnée. Il a oublié une chose essentielle. En Iran, la mort ne signifie pas la fin d'une résilience. Elle renforce la mobilisation et la détermination de tout un peuple. Le martyr est le pied du schisme iranien et le moteur de résilience nationale. Tôt ou tard, Trump devra faire face à une réalité. On ne soumet pas l'Iran par les bombes. Il va finir par reculer. C'est une question de temps. Si vous voulez cerner tout dans la guerre en Iran, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez, vous allez tout comprendre. La philosophie, qui se fatigue pour rien. C'est lui que les Iraniens envisagent d'augmenter les prix du pétrole à l'intérieur du pays. Pour un pays producteur de pétrole, c'est quand même assez fort. C'est un signe que la pression économique des Américains est en train de fonctionner, sans parler des tensions qui apparaissent, qui sont là depuis longtemps, mais qui se font de plus en plus sentir entre Araghchi et Ghalibab d'un côté, qui sont censés être les plus Cette pression économique, elle existe, mais on dit aussi et souvent que les Iraniens sont extrêmement résilients. Oui, l'élasticité. L'élasticité, c'est un concept d'économie, mais qu'on peut transposer à la politique. De l'élasticité politique, c'est-à-dire la capacité d'endurer, de résilience des Iraniens, est 1000 fois plus importante que l'élasticité politique, c'est-à-dire la capacité de résilience de l'électeur américain. Ne nous y trompons pas. Vous avez raison, Samantha. L'économie iranienne va mal. Cela étant, je regarde des pays comme la Corée du Nord, comme Cuba, comme le Venezuela. Ils ont subi ça pendant des années avec un pouvoir qui serrait les boulons. Ils mangeaient mal, ils vivaient mal, et pourtant le pouvoir restait en place. Donc, vous avez raison, c'est pas ça qui va faire plier le pouvoir iranien, qui a une capacité de résistance et dont finalement le seul objectif économique, politique, stratégique est de survivre. Si je survis, je gagne. Ils ont fait des réserves parce que il y a des dizaines de millions de barils là qui ont été vendus pendant la trêve, et puis ils ont aussi touché un peu d'argent quand même qui était retenu dans les pays du Golfe. Est-ce que vous avez tout capté? Je réexplique. Je vais en profondeur. Point numéro 1. En gros, la dame là qui vient de dire non, les Iraniens ils vont plier parce que économiquement parlant les Américains sont en train de les avoir et que c'est en train d'avoir des cassures en interne. En fait c'est ça le point clé dans cette guerre. En gros les Américains ils bombardent et puis ils attendent. Ils bombardent et puis ils misent tout le reste sur l'espoir, l'espérance. Ils misent tout le reste sur qu'est-ce qui va se passer entre eux là-bas. Ça déjà, ça te met de la puce à l'oreille que non, non ça n'ira pas. Je bombarde, je m'assois et puis je regarde. Est-ce que ça s'est cassé? Ah non. Ah du coup je retourne alors. Et dit je bombarde encore. Ah, est-ce que ça s'est cassé? Ils se sont... Non. Retourne. Ça là, ça peut durer des années. S'ils ne mettent pas de troupes au sol, et ça ils ne le feront pas, il n'y aura pas de résultats. Et maintenant on va dans l'espoir, l'espérance et tout. C'est quoi? Économie. Attends, leur embargo ça a commencé là en mars? Non, ça fait des années. Donc ils sont habitués alors à souffrir. Oui. Donc la dame là qui vient de parler, je sais pas, Samantha de Wenberg ou des... En fait, ces gens viennent s'asseoir à la télé, donner de l'audience aux personnes qui réfléchissent, qui analysent bien. Tu viens t'asseoir et te dire non, mais finalement, l'économie, il y a une cassure en Calibaf. Et puis, comment il s'appelle la ministre des Affaires étrangères? Non, mais madame, avec tout le respect que je vous dois, comment vous pouvez vous asseoir pour dire ça? C'est ça là qui va les faire plier. Ils sont prêts, ils vous attendent. Ils ont dit dans une vidéo, on vous attend au sol. Mais allez-y. Donc, pour conclure, c'est une guerre à reculons, une guerre de peureux. Mais les Iraniens n'ont pas peur, ils vous attendent. Plus rien ne va du côté de l'Ukraine. Vu la puissance de la stratégie de la Fédération de Russie, le président Volodymyr Zelensky a procédé à la nomination
d'un nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Ce dernier s'appelle Drapati. Drapati, c'est quelqu'un qui est connu pour ses idées extrêmement bizarres. C'est quelqu'un qui est vraiment carré dans sa tête contre la Fédération de Russie. Ces derniers jours, vu que, évidemment, la Russie est en train de pomper proprement le territoire ukrainien, l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, qu'on appelle Oleksandr Syrski, il a été décidé de le mettre hors. Et il a été remplacé, selon les informations, par Drapati. Drapati, c'est ça son nom. Les Ukrainiens le connaissent très bien. C'est un monsieur qui a des idées, vraiment, on ne sait pas d'où ça sort. En mai 2014, au début du conflit, il a fait quelque chose à Mariupol face à des militants pro-russes, et ce qui lui a valu une renommée. À l'époque, la route avait été barricadée par des militants pro-russes à Mariupol, qui ne voulaient pas laisser passer les autorités ukrainiennes. Il est venu avec des chars combat. Son équipe lui a dit, attendons. À l'époque, on lui a dit, attendons. Il dit non, foncez, il faut foncer, foncez. Je vous fais voir la vidéo. Donc, c'est un monsieur coriace que l'OTAN vient de dire à l'Ukraine de le désigner, de le choisir comme commandant en chef des forces armées. Est-ce qu'on change un capitaine de navire au moment où le navire est en train de tanguer en pleine tempête, en pleine mer? Militairement, techniquement, ça ne se fait pas. Pourquoi Drapati a été nommé en remplacement de Oleksandr Syrski? Je vous fais voir la vidéo de 2014, oui, qui circule en boucle. Vous allez voir combien de fois le monsieur il est sauvage dans sa tête. Et nous allons dire, est-ce que ce monsieur pourra apporter une solution concrète au problème dont l'Ukraine est confrontée actuellement? Regardez, je vous fais voir. Vous voyez? Vous voyez? Il y a un jeune qui est là, pro-russe, voilà, qui lance, voilà. Vous avez vu? Vous voyez? Voilà, regardez, Les jeunes sont là, ils ont barricadé. Voilà. Donc c'est ce monsieur qui prend de telles décisions aussi bizarres qui a été nommé. Ça veut dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que les décisions qui vont être prises soient des décisions irréversibles. Parce que l'OTAN maintenant la veut une solution concrète et rapide. Alors, selon les informations, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nommé le général de division Mikhailo Drapati, âgé de 43 ans, au poste de commandant en chef des forces armées ukrainiennes, en remplacement du général Oleksandr Syrski. Il faut rappeler que Drapati est aussi général. Donc Drapati est connu pour ce qu'il a causé comme acte, ce que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Et à l'époque, il commandait un bataillon de la 72e brigade mécanisée. Il a dirigé cette colonne de secours vers le quartier général de la police occupé par des militants pro-russes. Donc c'est cette opération que vous avez vue comme ça. Alors, l'OTAN est dépassée face à la stratégie russe, face à la puissance de frappe russe. L'OTAN a besoin de quelqu'un qui soit proactif et qui puisse permettre à l'OTAN de mieux mettre en œuvre son plan stratégique contre la Fédération de Russie. Puisqu'il veut, coûte que coûte, remporter la victoire, faire fléchir la Russie, agenouiller la Russie, pour que la Russie puisse être écrasée proprement. À défaut de pouvoir écraser la Russie, que la Russie se mette à genoux et supplie Washington. Et supplie l'Ukraine, je vais dire. Donc, c'est ça leur nouvelle stratégie. Ben aussi, selon les rumeurs, c'est que Oleksandr Syrski n'est plus trop dans l'esprit de Volodymyr Zelensky.
Vous savez que Volodymyr Zelensky est beaucoup plus imbibé dans des activités de corruption, voilà, détourner de l'argent, il est beaucoup plus dans ça. Alors que Oleksandr Syrski a vu le vrai problème au front. Il sait que il faut gérer bien les fonds qui arrivent, il faut vraiment doter les militaires d'une capacité conséquente pour pouvoir faire face à la Russie. Toutes les opérations qui ont été menées tout récemment ont été menées par la force de Oleksandr Syrski. C'est lui qui a planifié en synergie d'action avec l'OTAN. Mais, apparemment, il est rigoureux sur la gestion. C'est ce que Zelensky ne veut pas. Donc, imaginez, l'Ukraine est en pleine guerre, à un moment où la Russie est en train de frapper très fort, à un moment où d'ailleurs, l'Ukraine a décrété 40 jours de frappe d'affilée contre la Fédération de Russie. Si c'est pendant ce temps-là qu'on remplace le commandant en chef des forces armées, ça veut dire que rien ne va. C'est une autre forme, une autre manière d'annoncer la victoire de la Fédération de Russie. La Russie est en train de gagner. Sinon, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, donc selon les informations qui ont été relayées, Oleksandr Syrski a été démis de ses fonctions. Mais aucune information officielle n'a encore été publiée pour le moment. Voilà. Pour le moment, ils n'ont pas encore donné de détails, mais il aurait déjà été remplacé. Alors, Mikhailo Drapati aurait été donc nommé pour succéder Syrski au poste de commandant en chef des forces armées. Alors, si cette décision est confirmée, ça va représenter un changement majeur dans le commandement militaire de Kiev. Oui, puisque ce monsieur, en tout cas, quoi qu'il advienne, Drapati, il est connu quand même pour ses idées très carrées. La Russie observe, s'ils veulent, ils n'ont qu'à sortir l'acte officiel de nomination, et s'ils veulent, ils n'ont qu'à laisser, mais la Russie est concentrée sur sa nouvelle stratégie. Et la nouvelle stratégie de la Fédération de Russie, c'est de frapper toutes les villes, de dépouiller l'Ukraine de tout ce que l'Ukraine peut disposer comme arme qui lui a été fournie par les Occidentaux. La Russie continue ses frappes. Et donc, la situation devient très très compliquée. Vous voyez, du côté de l'Ukraine, ce changement, si c'est confirmé, serait de nature à annoncer la prolongation de manière inimaginable du conflit du côté de l'Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la 1 heure de l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec bien sûr de nouvelles actualités. L'Iran fait tourner la tête de Washington, des stratèges américains, de telle sorte que, selon une révélation faite par un média américain, CNN, Washington serait sur le point d'autoriser l'Arabie Saoudite à se doter du nucléaire. Oui, vous l'avez bien entendu. Ce pourquoi ils ont commencé à combattre l'Iran, c'est ce qu'ils veulent violer en autorisant l'Arabie Saoudite. Tout ça à cause de l'Iran. Oui. Estimons que cette révélation ne soit pas vraie. Mais allons-y dans plus de détails pour mieux comprendre. Selon l'information, c'est un projet d'accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui est en train d'être mis en place. Selon le média CNN, qui est un média américain, je crois oui, en tout cas un média occidental très crédible aux yeux des Occidentaux, l'administration de Donald Trump aurait élaboré un accord préliminaire permettant au Royaume saoudien de développer un programme nucléaire civil, incluant l'enrichissement de l'uranium sur son propre territoire. Donc, le programme préliminaire prévoit un programme nucléaire civil. Mais du moment où on commence à enrichir l'uranium, ça veut dire qu'on tend vers le nucléaire militaire. C'est la même chose que Washington interdit à l'Iran. Et c'est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite est en train de soutenir Washington pour frapper l'Iran. Mais le vrai problème, c'est que ils ne veulent pas que l'Iran dispose de nucléaire à la fois civil et militaire. Si l'Iran dispose de ces deux capacités, l'Iran va devenir le pays le plus puissant au Moyen-Orient. Donc, ils ont essayé d'empêcher cela, ils n'y arrivent pas.
Et à mon humble avis, c'est la solution de contournement qu'ils sont en train de trouver comme ça. Et cette solution de contournement, c'est de faire en sorte de doter un pays allié de Washington au Moyen-Orient, de lui doter du nucléaire pour que ce pays puisse faire face à l'Iran. Selon mon analyse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble beaucoup plus à ça. Donc, selon l'information, le test n'est pas encore approuvé, mais il suscite déjà de vives inquiétudes. Plusieurs experts estiment que cette technologie, bien que destinée officiellement à des usages civils, peut également ouvrir la voie à la fabrication d'une arme nucléaire si un État décide d'aller plus loin. Voyez-vous, c'est la même chose qu'on dit sur l'Iran, la même chose qui est dit sur l'Iran, c'est cette même chose-là. Ce qu'on interdit à l'Iran, c'est ce qu'on veut autoriser l'Arabie Saoudite à le faire. Et vous comprenez aisément que nous vivons donc dans un monde de jungle où c'est la voie c'est le plus fort qui gagne. Il n'y a pas de loi dans ce monde. Toutes ces lois-là sont nulles. Hein. Les lois sont faites pour les plus forts. Il faudrait que les choses soient très claires. On parle de droit international. C'est de la fausseté. Ça existe que pour être appliqué sur les plus faibles. C'est ça. Même en matière de football, on a vu récemment le président Donald Trump appeler, je crois, la FIFA pour demander l'annulation d'un carton rouge. Ça, c'était une parenthèse. Pourquoi les États-Unis seraient prêts à autoriser l'Arabie Saoudite à enrichir l'uranium sur son territoire? Alors, la première réponse, c'est que c'est pour renforcer un allié qui est devenu indispensable face à l'Iran. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, l'Arabie Saoudite occupe une place centrale dans la stratégie américaine au Moyen-Orient. Depuis plusieurs années. Maintenant, il faut autoriser Riyad à développer une partie de son cycle nucléaire. Et en le faisant, Washington cherche à consolider un partenaire qui est considéré comme essentiel pour contenir l'influence iranienne. Ce que je vous disais dans la phase introductive de cette conférence. Donc, Washington veut renforcer un allié pour faire face à l'Iran. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, l'Iran va se doter du nucléaire. Beaucoup même se demandent, est-ce que maintenant là même, l'Iran n'a pas déjà le nucléaire? Alors, l'objectif officiel et civil. Produire de l'électricité, préparer l'après-pétrole et accompagner les ambitions industrielles du royaume. C'est ça l'objectif officiel. Et c'est cet objectif que l'Iran a aussi dégagé, mais qu'il refuse. Mais en réalité, derrière cet objectif, sur le plan géopolitique, cet accord va renforcer aussi le poids stratégique de l'Arabie Saoudite. Parce que il sera autorisé à enrichir l'uranium. Et l'enrichissement de l'uranium reste une technologie à double usage. C'est le point qui inquiète le plus les spécialistes. Hein? Pour alimenter les centrales nucléaires, il faut de l'uranium faiblement enrichi. Mais les mêmes installations peuvent, si un État décide, être utilisées pour produire l'uranium beaucoup plus enrichi, nécessaire à fabriquer une arme nucléaire. C'est ça le point. Les mêmes installations pour produire le nucléaire civil peuvent servir à la production du nucléaire, de la bombe atomique. C'est pourquoi ils ne veulent pas du tout que l'Iran se dote, même nucléaire civil, ils ne veulent pas. Mais quand c'est eux, ils vont autoriser l'Arabie Saoudite, la France et autres, ils vont applaudir, ils vont dire oui, non, c'est bien. On est rassuré pour l'Arabie Saoudite, c'est simplement le nucléaire civil. Notez-le, écrivez et gardez. Ils le diront. S'ils parviennent à finaliser et autoriser l'Arabie Saoudite, ils vont tous soutenir l'Arabie Saoudite. Ils vont dire non, l'Arabie Saoudite est concret. Eux, ils disent la vérité, ils sont véridiques. C'est le nucléaire civil seulement. Nous prenons d'ailleurs la garantie. Ils vont prendre la garantie. Une manière de couvrir l'Arabie Saoudite va se doter du nucléaire. Même l'ONU ne va pas sanctionner. L'Arabie va se doter du nucléaire, soi-disant civil. Or, en bas, l'Arabie aura le nucléaire, la bombe atomique. Mais pour l'Iran, ils vont s'opposer, ils vont continuer à s'opposer. Pourquoi?
Parce que ce sont eux les plus forts. Les partenaires de l'Iran, ils soutiennent, mais ce soutien n'atteint pas la taille, la hauteur de soutien que les Occidentaux apportent à leurs protégés. Il faut qu'on soit très clair quand même. Nous vivons dans un monde qui est une jungle, où c'est la loi du plus fort. Les partenaires de l'Iran, ce sont des partenaires sur lesquels on peut compter, mais pas aussi, tu vois. Voilà. Il faut compter sur eux. Mais pas sur toute la ligne, quoi, au fait. C'est ça le problème. Donc, Washington se prépare à doter l'Arabie Saoudite du nucléaire. Mais les Iraniens connaissent toute la vérité. Ils savent qu'ils sont seuls dans ce monde. Qu'ils ne peuvent que se défendre tout seuls sans compter sur qui que ce soit. L'Iran ne compte pas sur une puissance pour se défendre. C'est pourquoi depuis fort longtemps, l'Iran a donné la priorité à ce qu'on appelle la science, la recherche scientifique. Ils ont formé des experts et ces experts sont à pied d'œuvre, ils travaillent. La plupart de leurs découvertes scientifiques sur le plan militaire, ils ne partagent jamais avec quelqu'un. Hein. La seule fois que l'Iran a décidé de partager ses connaissances scientifiques avec une puissance, c'était avec la Russie. Et sur un seul domaine, le domaine des drones Shahed 136. Donc, voici ce qui est en train de se préparer. Mais pour le moment, c'est en préparation, rien n'est clair d'abord. Et donc, dames et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec bien sûr de nouvelles actualités. Un résultat concret. Et pire, l'Iran, pendant qu'ils annoncent la fin de l'opération, à quelques heures avant qu'ils annoncent, l'Iran avait déjà frappé une base militaire en Irak où l'Iran a envoyé à la mort un soldat américain. L'autre qui est porté disparu, on ne sait même pas jusque là où il se trouve. Alors, voici évidemment ce qui est en train de se passer du côté du Moyen-Orient. Il faut donc dire que, selon l'information, alors, Washington a affirmé avoir ciblé des centres de commandement, des défenses aériennes, des installations maritimes ainsi que des bases de missiles et de drones. Mais en réalité, aucun résultat stratégique décisif n'est visible. Le détroit d'Ormuz reste toujours au cœur de la crise, puisque l'Iran continue de contrôler proprement. Il y a même 2 pétroliers qui ont coulé encore, qui ont été attaqués en ce 20 juillet 2026 à Ormuz. Et l'Iran continue de frapper les intérêts américains. Les pertes américaines augmentent au moment où l'Amérique dit c'est bon, eux ils ont atteint leur objectif. Plusieurs cibles ont été frappées. Et donc, au moment même de l'annonce du CENTCOM, l'information tombe que c'est gâté en Irak. Comme je vous le disais à l'introduction, un militaire américain a été envoyé au repos éternel. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi les États-Unis arrêtent cette vague de frappe sans obtenir de résultats concrets? Pourquoi? Puisque normalement, l'Amérique devrait obtenir des résultats concrets avant d'arrêter les frappes. L'Amérique a dit quoi? Ils ont dit qu'eux, ils sont en train de riposter par rapport aux soldats américains qui ont été envoyés au repos éternel. C'était une réponse. Mais les frappes interviennent, presque rien n'est détruit. Puisqu'encore une fois, la plupart des missiles, des drones, les installations les plus importantes en Iran sont enfouies sous la terre. Et puis ils annoncent, juste quelques heures après, l'annonce du départ d'un autre soldat américain en Irak. Pourquoi ils ne continuent pas pour venger aussi celui qui est tombé en Irak? Alors, regardons de plus près certains détails pour mieux comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec Washington. Il faut déjà rappeler que 9 nuits de bombardement, jour et nuit, mais aucun objectif stratégique atteint. Il faut distinguer les destructions militaires et les résultats politiques. C'est-à-dire, les États-Unis affirment avoir frappé
des centres de commandement, des systèmes de défense aérienne, des installations de surveillance côtière, des capacités navales, des sites de lancement de missiles et de drones. Et ces frappes ont certainement détruit des équipements et causé des pertes en Iran, oui. Mais le véritable objectif américain, c'est quoi? C'était pas simplement de détruire des petites choses, non? Le véritable objectif était plus large. Réduire la capacité de Téhéran à contrôler ou à menacer le détroit d'Ormuz, protéger les navires commerciaux et contraindre l'Iran à reculer. C'était ça l'objectif. C'était ça. Dans la vengeance des soldats américains qui sont partis, l'objectif principal c'était ça. Mais quel est cet objectif qui a été atteint? Regardez le premier objectif. Faire en sorte que les capacités militaires de l'Iran baissent. Mais ça n'a pas baissé, l'Iran continue de frapper. Toujours dans les objectifs, le deuxième objectif, faire en sorte que les capacités de l'Iran militairement baissent et que l'Iran soit incapable de contrôler Hormuz, à plus forte raison de menacer Hormuz. Mais l'Iran est toujours à Hormuz. Des navires ont coulé en ce 20 juillet. L'Iran impose toujours sa loi. Et de l'autre côté, le troisième objectif, c'était de protéger les navires commerciaux et contraindre l'Iran à reculer. Mais les navires commerciaux ne sont pas protégés. Parce qu'il y a 2 qui ont coulé. Voilà. Et l'Iran n'a pas aussi reculé. Or, après 9 nuits, le trafic maritime est fortement perturbé. L'Iran continue de revendiquer et de contrôler le détroit d'Ormuz. Les attaques contre les intérêts américains sont en train de se poursuivre. Les frappes ont donc produit des dégâts, mais elles n'ont pas encore changé le comportement stratégique de Téhéran. Téhéran reste tout droit dans ses bottes. Pourquoi alors l'Amérique arrête les frappes? Pourquoi? L'Iran continue de riposter malgré la puissance de feu américaine. Oui, l'Iran continue, l'Iran ne s'arrête pas. Ils ont dit que l'Iran n'a plus de missiles, mais l'Iran continue. Les pays alliés de Washington sont frappés. Et donc, qu'est-ce que Washington... Pourquoi Washington arrête? La réponse est simple. On l'a dit ici à plusieurs reprises. Washington ne peut pas tenir très longtemps face à l'Iran, puisque Washington n'est pas dans sa propre zone. Ils font venir le matériel militaire pour frapper Téhéran. Même les avions de chasse qui sont dans les airs sont ravitaillés à partir des avions ravitailleurs qui ont été délogés, qui ont été évacués hier du côté d'Israël. Donc l'Amérique même a des problèmes dans le cadre de la réorganisation de sa stratégie. Parce que l'Iran a perturbé sa stratégie. Si nous avons vu hier, tard dans la soirée, l'ambassade américaine du côté d'Israël, de la Jordanie, qui interdit aux ressortissants américains de s'approcher du port et de l'aéroport, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent plus défendre leurs propres ressortissants. Sinon, s'ils avaient des missiles d'interception, des systèmes de défense aérienne qui étaient puissants, ils n'allaient pas émettre de telles alertes. Et donc, en fin de compte, la dernière question qui se pose, elle est celle de savoir, est-ce que cette annonce montre l'échec de la stratégie américaine face à l'Iran? La réponse est oui. C'est oui. L'annonce de l'arrêt des frappes, ça démontre que la stratégie américaine a échoué face à l'Iran. On ne dit pas que l'Amérique n'est pas forte. Elle n'est pas forte, non. L'Amérique est forte. Mais sa stratégie utilisée contre l'Iran, l'Iran a perturbé, l'Iran a fait échouer. Alors, la communication américaine masque l'absence d'une victoire claire. Le CENTCOM emploie un langage militaire maîtrisé. Les frappes sont achevées. Ça, c'est un langage militaire. Les capacités iraniennes sont dégradées. Ce sont eux-mêmes qui disent. Sont dégradées. On voulait attendre que les capacités militaires iraniennes sont complètement détruites. Mais non, c'est un autre type de français militaire qui est utilisé. Ils disent encore que les forces américaines restent prêtes. Ça veut dire qu'eux, ils sont en train de chercher à se préparer pour revenir. L'Iran ne fait que les traîner dans la boue. Et le temps pour eux de se préparer et revenir, l'Iran ne serait pas en train de dormir.
l'Iran va aussi se préparer pour les attendre. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci bien à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.